Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Oui, bon mardi midi tout le monde et bienvenue à notre émission d'actualité et d'affaires publiques à Pure FM. Jean Saint-Pierre et Tommy Auger en co-animation à Côte-Nord Attitude. Yes. Bonjour Tommy. Bonjour. Deuxième semaine après ton retour. Tu dois avoir préparé plein de contenu pour ton émission à Cogeco TV. Là. Oui, là ça va vite, hein, mais j'étais du côté de l'école. Ça va vite, mais j'étais du côté de l'école de Boisé vendredi dernier. Ils ont fait c'était le défi apprenti génie. Les jeunes avaient fabriqué des catapultes, puis là il y avait 3 épreuves. Vraiment là, les jeunes, c'est vraiment des génies, faut le dire. TV, ça fait vraiment des super de belles images. Fait que entre autres ça dans mon émission de Connecté cette semaine. Oui, à suivre donc. Et on va parler d'actualité, même si on est obligé de pas mal pré-enregistrer ce midi, parce qu'on a des difficultés techniques. Là, il y a des choses qui fonctionnent pas tout à fait bien. On est en train d'ajuster, d'améliorer nos équipements du côté du FM 94. Alors, on devait pré-enregistrer. Là, on est là, on vous parle en direct quand même. Là, on va vous donner un bulletin d'information régionale avec toute l'information fraîche disponible. On a des entrevues très d'actualité aussi quand même. On les a pré-enregistrées dans les dernières minutes. On vous tient informé quand même. On va entre autres parler de la négociation dans la construction pour notre région, les impacts de tout ça, la loi spéciale qui a été adoptée la nuit dernière. C'est le président de la CSN Côte-Nord, Guillaume Tremblay, qui sera avec nous dans quelques minutes. Avec lui, on va aussi parler du recrutement dans le réseau de la santé. Hein? Ça fait 2 ans qu'à CSN, on nous parle d'austérité dans le réseau de la santé. Puis là, on a ouvert les valves du côté du Centre intégré de santé et de services sociaux. On a accueilli plus d'une centaine, de 200 personnes qui sont venues à Sept-Îles et Bécomo présenter leur candidature, dire qu'ils étaient intéressés. Alors, qu'en pense la CSN et son président régional, Guillaume Tremblay? On aura la réponse au cours de l'entrevue qui sera diffusée à partir de 12h15 sur nos ondes. On y parle surtout de la négo dans l'industrie de la construction. Un monsieur à qui on n'avait pas parlé depuis peut-être plus d'1 an. Il s'appelle Hugo Lapointe. Il est porte-parole de la Coalition pour que le Québec ait meilleure mine. Leur communiqué m'a un peu surpris ce matin. On parle des voitures électriques. Sont-elles vraiment écologiques? Oui, c'est ça. C'est assez particulier. Il me semble que ça défait toute notre réalité autour de la voiture électrique. Parce qu'il va falloir ouvrir des nouvelles mines de lithium et de graphite au Québec parce que la demande va être croissante là dans les prochaines années. Ça semble inévitable. Les voitures vont de plus en plus fonctionner à l'électricité. Est-ce que c'est une bonne chose sur le plan environnemental? Hugo Lapointe, porte-parole de la Coalition pour que le Québec ait meilleure mine, va répondre à la question à compter de 12h30 sur nos ondes. Bien sûr, c'était inévitable, Tommy. Il a bien fallu que je pose des questions sur Mine Arnaud. Le monsieur, il est intervenu aux audiences du BAP. Ils ont surveillé le projet de très, très proche. C'est leur mission, la Coalition pour que le Québec ait meilleure mine. Lui, il est encore au même point là par rapport à Mine Arnaud. Il reste de grandes inquiétudes alors qu'on entend d'un projet, on entend parler du projet qui pourrait avoir une décision dans les prochains jours. Donc, entrevue avec le porte-parole de la Coalition pour que le Québec ait meilleure mine, Hugo Lapointe, sur nos ondes, vers midi, peut-être 12h28 que ça va commencer. Également, on va s'entretenir avec une porte-parole du comité ZIP Côte-Nord. On parle de Kaplan ce midi. En attendant leur AGA qui aura lieu le 27 juin au bureau du comité sur le Arnaud. Petite plug que je leur fais. On parle de Kaplan, c'est vraiment la saison. Les gens se déplacent beaucoup sur les berges pour aller pêcher puis se festoyer. On le sait, c'est quand même l'occasion de faire le party. Il faut peut-être rendre service aux gens qui font de l'observation et qui ramassent des données sur le Kaplan. De 2, faire attention aux berges, de la manière qu'on se promène avec les véhicules motorisés et les festivités qu'on fait sur les berges. Donc ça, là, c'est vraiment à faire attention dans cette saison du Kaplan. J'ai parlé de plein d'autres petites choses avec elle là, pour cette entrevue. On a tellement toujours plein de choses à parler avec Sarah-Émilie Hébert-Marcoux du comité ZIP Côte-Nord du Golfe. Et ZIP, pour ceux qui se le demandent toujours, c'est ZIPE et ça veut dire Zone d'intervention prioritaire en environnement. Et il s'occupe aussi du réseau d'observation du Kaplan. Également, on va parler de nos collègues de TVA Est du Québec. Il y a une petite manifestation parce qu'à cette île, ils sont pas beaucoup de membres quand même. C'est le syndicat SCFP qui les représente. Et Richard Labelle est le président du syndicat qui représente les employés de TVA dans l'Est du Québec. On parle de l'information régionale qui pourrait être menacée en quelque sorte par la négociation en cours. Richard
Richard Labelle, le président du syndicat qui regroupe les employés à Rimouski et Sept-Îles, sera avec nous en fin d'émission Côte-Nord Attitude. Avant cette série d'entrevues sur nos ondes, on vous propose à l'instant un bulletin d'information régionale. Actualité Pure FM. En mentionnant d'abord une autre négociation qui aboutit, Tommy, c'est le syndicat des métallos qui vient tout juste de conclure une entente de principe avec les nouveaux propriétaires de l'hôtel Sept-Îles. Oh, okay. Les métallos négociaient des améliorations pour les 17 travailleuses, je le mets au féminin parce que c'est majoritairement des femmes, qui représentent qui sont à l'emploi du complexe hôtelier situé sur la rue Arnaud. C'est maintenant séparé les administrations pour le château Arnaud et l'hôtel Sept-Îles. Le syndicat ne dévoile pas le contenu de l'entente de principe. Bien sûr, c'est d'abord en assemblée générale des membres qu'on va en prendre connaissance pour pouvoir voter. C'est quand même une entente de principe et le comité de négociation recommande fortement aux 17 employés d'accepter l'entente négociée avec les nouveaux propriétaires de l'hôtel Sept-Îles. Les travailleurs à l'emploi de la scierie Arbec à Port-Cartier ont rejeté hier à plus de 60% une entente de principe pour la signature d'une nouvelle convention de travail. 60 travailleurs ont voté contre et 36 pour l'entente. Les négociations vont reprendre cette semaine entre le syndicat Unifor et l'entreprise Arbec-Rémabec. Les travailleurs sont insatisfaits de la proposition salariale. Le contrat de travail est échu depuis le 1er mai 2015. Beaucoup de dossiers syndicaux. Bien sûr, les travailleurs de la construction de l'Est de la Côte-Nord se sont réunis ce matin dès 6 heures au centre des congrès de Sept-Îles. Ils venaient d'apprendre, bien sûr, que le gouvernement du Québec a approuvé une loi spéciale au cours de la nuit, une loi qui force le retour au travail dès demain des grévistes de la construction. Sur la Côte-Nord, ils sont environ 3300 personnes en grève depuis plus d'une semaine. Des rencontres de l'Alliance syndicale de la construction ont eu lieu un peu partout au Québec. Le président de la CSN Côte-Nord, qui sera avec nous un peu plus tard à l'émission, Guillaume Tremblay, dénonce le conflit d'intérêts du gouvernement du Québec, qui est un des grands donneurs d'ouvrages dans l'industrie de la construction. La CSN estime que la négociation s'est déroulée dans un contexte nettement déséquilibré. On en reparle avec Guillaume Tremblay un peu plus tard. L'argent est maintenant disponible pour compléter les travaux pour l'aménagement de nouvelles places en garderie à Port-Cartier. La députée de Duplessis, Lorraine Richard, et la mairesse Violaine Doyle sont intervenues auprès du ministère de la Famille pour confirmer les sommes manquantes afin de compléter le réaménagement de l'ancienne salle de quai du boulevard des Îles. Le CPE touche à touille pour accueillir 80 enfants à partir de l'automne. Le projet d'agrandissement aboutit après 10 ans d'efforts, constate la députée Richard. Elle est intervenue auprès du ministre Sébastien Proulx pour dénouer une impasse liée à une mauvaise interprétation d'une entente déjà intervenue pour le financement des travaux. La députée péquiste de Duplessis précise que la liste d'attente pour les services de garde à Port-Cartier justifie amplement l'ajout de places en centre de la petite enfance. L'ancienne salle de quai de Port-Cartier hébergera aussi la maison de la famille au terme des travaux en cours à partir de septembre prochain. Il y a le ministère des Transports du gouvernement du Québec qui prévoit des travaux de mise en forme des accotements sur la route 138 entre Godbout et Rivière-Bouleau. Ça veut dire que ça couvre tout le territoire des municipalités de Port-Cartier et Sept-Îles. Le travail doit commencer demain. C'est des travaux mobiles qui se poursuivront jusqu'au 29 juin. La circulation peut être parfois ralentie sur la route 138. Les opérations se dérouleront du lundi au jeudi entre 7h30 et 16h30. Et en terminant, les pêcheurs de saumon profitent d'un bon début de saison sur la rivière Moisy. Les clients de la ZEC de l'Association de protection de la rivière Moisy cumulent 218 jours de pêche pour la capture d'une quarantaine de saumons. Du côté de la communauté Innu, on dénombre une centaine de saumons capturés en 2017. La plus belle prise revient à Roland-Saint-Onge, un saumon de 25 livres pêchés à la ligne hier, avant-hier. Fait un bon snack, ça? Ben oui. Voilà, ça complète ce bulletin d'information régionale. On reçoit le président de la CSN Côte-Nord, Guillaume Tremblay, dans quelques instants à Côte-Nord Attitude. Attitude. On n'était pas stationné ici? En fait, c'était ici.
Grâce à Sync Connect et l'application Ford Pass, vous pouvez déverrouiller, démarrer et localiser votre Escape 2017 de votre téléphone intelligent. Louez le SE à 4 roues motrices équipé de l'ensemble commodité pour 138 $ aux 2 semaines à 0,99% sur 60 mois avec 3 650 $ d'acompte, c'est-à-dire 69 $ par semaine et obtenez 750 $ en boni du printemps. Avec l'Escape, c'est facile d'embarquer avec Ford. Détails sur trouvervotreford.ca. Chez Sept-Îles Motosport du 487 Avenue Québec, on a ce qu'il vous faut pour vos travaux extérieurs. Tracteur tondeuse, coupe-bordure, tronçonneuse de marque Husqvarna, notamment nos tondeuses qui sont à partir de 349 $ avec le modèle LC121P. Husqvarna, une marque reconnue, fiable et qui a bâti son expertise sur plusieurs années, tous prêts à la livraison. Chez Sept-Îles Motosport du 487 Avenue Québec, 88 968 4151. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94. Il y a une loi spéciale qui a été adoptée la nuit dernière. Les travailleurs de la construction devront retourner sur les chantiers à compter de demain, mercredi. C'est avec le président de la CSN Côte-Nord qu'on en parle. Guillaume Tremblay, bonjour. Bonjour à vous. Guillaume Tremblay, bien sûr, tout le monde était réuni. Là, l'Alliance syndicale, la CSN en fait partie comme la FTQ, la CSD et bien d'autres. Il n'y a pas beaucoup d'options après une loi spéciale comme celle qu'on a adoptée la nuit dernière du côté de l'Assemblée nationale. Hein? Non, malheureusement, moi je pense que ça vient nuire en fait ça vient nuire à une bonne démarche dans un processus de renouvellement de convention collective, de négociation de convention collective, et on souhaitait pas avoir une loi comme elle va nous être imposée. Là. Ça fait que c'est sûr que pour nous, c'est pas une bonne nouvelle d'avoir une loi spéciale au moment où on se parle. Oui, d'autant plus que tu le mentionnais hier dans un communiqué, tout comme le président de la CSN, Jacques Letourneau, le gouvernement du Québec est un peu en conflit là, parce que comme donneur d'ouvrage, c'est probablement un des plus gros au Québec, sinon le plus gros, avec tous les chantiers sur les routes, les écoles, les infrastructures, etc. Ben nous, on dit qu'il porte deux chapeaux dans ce dossier-là. Il est juge et partie, c'est-à-dire que vous avez tout à fait raison, c'est un des plus gros donneurs d'ouvrage dans l'industrie de la construction, particulièrement dans la période estivale, avec tous les chantiers d'infrastructure, et d'arriver avec une loi spéciale dans ce dossier-là, ben nous, on trouve que ça fait comme démontrer un genre de conflit d'intérêts, si on veut, là, parce que lui, c'est clair que pour lui, que ce conflit-là perdure, que les travailleuses et travailleurs de la construction soient en grève, ben, ça fait en sorte que d'arriver puis de s'imposer dans ce dossier-là, alors moi je pense qu'il n'y a pas d'urgence de le faire. On devrait laisser les parties libres de négocier jusqu'à temps qu'on arrive avec une entente satisfaisante pour tout le monde. Ouais, mais il reste un long conflit dans l'industrie de la construction. Est-ce qu'on peut se payer ça au Québec? Quand même, là, c'est une industrie de base. Là, je pense pour notre région, Guillaume, la relance du lac Bloom, par exemple, là, où 400 travailleurs doivent préparer le terrain pour l'ouverture de la mine en 2018. C'est des choses qui doivent se faire l'été. Ça peut pas se faire des travaux en hiver. Donc, on pouvait pas faire une longue grève dans la construction quand même. Bon, écoutez, de là à dire une longue grève, je sais pas qu'est-ce que ça aurait donné, là. Mais moi, là, écoutez, quand le gouvernement du Québec a comme discours qu'on perd 45 millions de dollars par jour, j'aimerais ça qu'il précise un peu plus, là, ces chiffres-là. Parce que ça, moi, je pense que j'appelle ça, là, des épouvantails à moineaux. Il essaie de faire peur à tout le monde avec ces chiffres-là. Ça a l'air gros, quelqu'un qui est assis dans son salon puis qui écoute ça puis qui dit on perd 45 millions de dollars par jour. Qu'est-ce qu'il veut dire? De toute façon, les contrats vont devoir se faire pareil de toute façon. Ceux qui disent que ça va coûter plus cher si on donne des augmentations de salaire aux travailleuses et aux travailleurs de la construction, ça va coûter plus cher pour se faire construire une maison. Ben, je m'excuse, là, mais le coût d'une maison ne repose pas simplement sur les conditions de travail des gens de la construction. Puis on sait-tu que ça, à Côte-Nord, le prix des maisons n'augmente pas nécessairement. Fait qu'il y a toutes sortes de discours pour vouloir faire peur, pour vouloir avoir l'opinion publique de son côté, alors que les demandes des travailleuses et des travailleurs de la construction sont tout à fait raisonnables. Bon, ça fait que moi, c'est pour ça que je vous dis qu'on aurait dû laisser les deux parties négocier jusqu'à temps que tout le monde y trouve un terrain d'entente, comme c'est le cas dans ce qui est prévu là dans
nos régimes du travail où on a le droit de s'associer, on a le droit de se syndiquer et l'employeur a le droit de lockout et les syndicats ont le droit de grève. Donc, le gouvernement ne devrait pas s'immiscer là-dedans, tant qu'à moi. Là. Pourquoi on ne fonctionne pas comme dans d'autres industries avec des services essentiels? À ce moment-là, ça serait trop compliqué de déterminer des services essentiels dans l'industrie de la construction? Ben, c'est sûr que, justement, ça fait pas partie d'un service essentiel. Ce qui est déjà déterminé par les services essentiels, là, on a ça dans la santé, on a ça dans d'autres domaines. D'ailleurs, présentement, les paramédics, eux, ils sont sur la loi sur les services essentiels et on voit le résultat. Là, c'est une négociation qui perdure, qui traîne en longueur, justement parce qu'ils ont presque pas de moyens pour se faire valoir. Et moi, je le dis toujours, une grève, par définition, quand les travailleuses et travailleurs font ce difficile choix-là, c'est important de peser sur ce mot-là, là. Quand les travailleuses et travailleurs font un choix difficile d'aller en grève parce qu'ils se privent de salaire, hein, en passant, bon, ben, évidemment, faut que ça ait un impact à quelque part. On dit, on fait des moyens de perturbation, ben, si ça n'a pas d'impact pour personne, ben, c'est là qu'à ce moment-là, les conflits perdurent. Puis avec la loi spéciale qui a adopté de vouloir reporter, c'est-à-dire de retourner tout ce beau monde-là à la table des négociations, puis de reporter ça au mois d'octobre-novembre, mais sans loi de grève, ben là, moi je pense qu'il a pris une décision pour les patrons. Ils n'auront pas d'intérêt, eux, nécessairement, à régler ce conflit-là. Ils vont éterniser la négociation parce qu'évidemment, ils voudront pas payer des salaires plus hauts, payer des avantages plus importants pour les travailleuses et les travailleurs. Fait que ça risque de perdurer, ce que je souhaite pas en passant. Là. Ouais, ça veut dire que le gouvernement a biaisé la négociation. Ça a créé un déséquilibre. Peut-être que l'Association de la construction du Québec, qui regroupe les entrepreneurs, s'est fiée là, à la possibilité d'une loi spéciale ou à l'appui du gouvernement Couillard pour peut-être laisser aller les choses, quoi. C'est l'impression qu'on a à la CSN? Tout à fait. On a clairement devant nous, puis c'est pas la première fois qu'on le dit, là, un gouvernement qui est pro-patronal, là, et il l'a exprimé avec une loi spéciale pour justement, là, moi je pense, donner un avantage supplémentaire aux employeurs dans ce dossier-là. Puis, comme on le disait tantôt, par ses intérêts à lui, parce que c'est un gros donneur d'ouvrage dans ce secteur-là, ben, il a penché aussi pour ses propres intérêts à lui aussi, je pense, dans ce dossier-là. Ça fait que ça donne le résultat ce matin que t'as des travailleuses et travailleurs qui avaient des demandes tout à fait raisonnables, qui doivent retourner au travail. La négociation va se poursuivre, mais avec aucune obligation, surtout du côté du gouvernement et du côté des employeurs, qui eux autres vont avoir tout le loisir d'étirer cette négociation-là parce qu'ils ne payeront pas nécessairement de hausse de salaire. Ben, non, c'est-à-dire au niveau de la hausse du salaire, elle est décrétée aussi dans la loi spéciale. Mais en passant, ils nous ont décrété une hausse de salaire à 1,8 qui est plus basse que ce qu'on avait entendu dans le secteur résidentiel à 1,9. Là. Et quand on parle de demande raisonnable, il n'y a pas juste les salaires non plus. Là, chacun peut avoir son opinion sur les salaires des gens de construction. Mais je voyais entre autres une lettre sur Facebook là, d'une dame Barriot de Port-Cartier, que c'est son chum qui est dans la construction, puis qui parle des nombreuses fois où elle se retrouve 28 jours tout seul à la maison avec les enfants. C'est un des enjeux, ça, hein? C'est les conditions là, familiales qu'on veut améliorer. Tout à fait, tout à fait. Écoutez, les gens sont partis, vous le dites, là, vous donnez un exemple très concret, où il y a des gens qui partent longtemps, donc il y avait beaucoup d'enjeux de conciliation travail-famille, et je voudrais revenir, M. Saint-Pierre, sur ce que vous venez de dire par rapport au salaire. Savez-vous c'est quoi le salaire moyen d'un travailleur de la construction, là, tout confondu, là? Ça tourne autour de 25 à 30 000 par année. Quand on fait le salaire moyen d'un travailleur de la construction, là, ouais, ça travaille pas 12 mois par année tout le temps non plus. Hein, c'est ça le problème, c'est qu'ils ont des taux horaires qui sont quand même intéressants, quoique il y a place à l'amélioration, mais les demandes n'étaient pas si importantes que ça, c'est pour ça que je parle de demandes raisonnables. Mais le problème, c'est que ces gens-là font en moyenne 1000 à 1100 heures par année. C'est des gens qui travaillent pas en année. Donc, c'est pour ça que nous, on parle de conciliation travail-famille, on parle de salaire, mais les gens nous disent, hey, ils ont des gros salaires, ces gens-là. Quand tu réussis avec beaucoup de chance à travailler à l'année, là, ça te permet d'avoir un salaire qui est intéressant. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Puis en moyenne,
moyenne, ces gens-là gagnent entre 25 et 30 000 $ par année. Autre dossier, Guillaume Tremblay, peut-être en terminant, on parle de santé. Là, il y a une rencontre cette semaine du conseil d'administration de la CIS Côte-Nord. Il y avait des activités de recrutement qui ont connu du succès en fin de semaine dernière. Il semble qu'il y a des postes vacants dans le réseau de la santé. On parlait surtout d'austérité depuis quelques années. Là. Encore récemment, le maire de Sept-Îles a fait une sortie contre le ministre Barrette. Est-ce que, puisqu'on est en recrutement, on a l'impression que c'est terminé? Du côté de la CSN, on est encore très présente dans le réseau de la santé. Là. L'austérité est terminée, selon vous? Non, malheureusement, l'austérité est loin d'être terminée. En fait, les décisions qui ont été prises ou les gestes politiques qui ont été posés au cours des 2 premières années du mandat de ce gouvernement-là, on va voir les effets sur plusieurs années. C'est-à-dire que pendant plusieurs années, là, on va pouvoir mesurer les effets. Et c'est ce qu'on disait, c'est ce qu'on avait comme discours quand il prenait ces décisions-là, c'est qu'à court terme, on voyait pas nécessairement les effets. C'est sur une longue échelle, c'est sur du long terme qu'on va pouvoir voir ces effets-là. Par contre, de prendre la décision d'embaucher, en même temps, moi je pense que ça nous donne raison comme organisation syndicale. Le fait qu'ils décident d'embaucher, c'est que probablement qu'ils avaient trop coupé, malheureusement, puis on l'a vu, là, ça a eu un effet important sur, puis ça on le disait partout sur toutes les tribunes, ça avait un effet important sur le personnel qui donne des soins à notre population et heureusement, là ils ont pris la décision d'embaucher parce qu'il y avait littéralement trop compressé, il y avait trop coupé dans le personnel notamment, puis on a vu les effets que ça pouvait avoir au niveau là des gens qui s'absentaient pour épuisement au travail et tout. Fait que là je pense qu'on a le résultat aujourd'hui, puis c'est d'ailleurs une de ces raisons-là qui explique que je pense qu'ils ont décidé de faire des embauches là. C'est pas pour nous faire plaisir nécessairement, mais je pense que ça explique le discours qu'on avait puis les craintes qu'on avait à l'époque. Mais il va y avoir quand même d'autres effets au niveau des compressions pour les services qu'on doit donner, je pense, des services aussi de proximité qu'on doit avoir. Les compressions vont continuer à se faire sentir, ça, je suis convaincu de ça. Eh bien, Guillaume Tremblay, président de la CSN Côte-Nord, un gros merci pour cet entretien radio d'aujourd'hui. Merci, M. Saint-Pierre. Bonne journée à vous. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Bonjour, ici Marc Poliquin, consultant pour BMR Lormat, Viamat et Matériaux Mingan. Quand on parle de BMR à la radio, on le sent tout de suite. Ça fait une très grosse différence, surtout quand on a des événements live dans nos magasins ou dans nos entreprises. C'est sûr que ça a du punch très rapidement. Faites confiance à Attraction Radio et découvrez la force d'attraction. Au cours des prochains mois, tu vas avoir le goût d'aller jouer dehors. Et pour ça, Atelier Laforge a ce qu'il te faut. Passe voir le Outlander 450 et 570 2017 à partir de seulement 7 594 $, incluant une garantie de 5 ans. Ou le Outlander 6x6, offert en version 650cc de 62 HP. Ça, c'est 18 de plus que son plus proche compétiteur. Ou encore la version 1000cc de 82 HP. Et le tout nouveau côte-à-côte Can-Am Defender 2017, offert en version 500, 800 et 1000cc qui vous est offert avec 2 ans de garantie plus 1000 $ d'accessoires. Atelier Laforge, 1167 Boulevard L'Or, atelierlaforge.com. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94. Je m'entretiens avec le porte-parole de la coalition Québec Meilleure Mine. Ça fait longtemps qu'on lui a pas parlé. On va parler de différents dossiers d'actualité sur la Côte-Nord. Monsieur Hugo Lapointe, bonjour. Bonjour. Monsieur Lapointe, on a sorti un communiqué sur les voitures électriques pour que la voiture électrique est Meilleure Mine. Un peu surprenant quand même, hein? On peut penser que la voiture électrique, automatiquement, là, on classe ça vert, quelque chose d'écologique, mais faut se poser toutes sortes de questions, hein, parce qu'il y aura éventuellement de l'activité minière pour faire fonctionner les voitures écologiques. Absolument. Comme toute substance métallique qu'on utilise dans nos vies, dans notre quotidien, ça provient d'exploitation minière. Alors, qui dit exploitation minière dit enjeux sociaux, enjeux environnementaux et enjeux économiques. Il faut s'assurer que ce soit bien fait. Et la filière des voitures électriques, c'est une filière qui est en émergence. Là, on prévoit que d'ici 5-10 ans, le nombre de voitures électriques va probablement quadrupler à l'échelle mondiale. Donc, plusieurs millions de voitures vendues à chaque année. Or, 2 minéraux particuliers
qu'on voit dans cette voiture électrique-là, dans les piles notamment, c'est le lithium et le graphite. Et là, on voit de plus en plus de projets de lithium et de graphite au Québec aller de l'avant. Qu'on parle de Nemaska Lithium, par exemple, à la baie James. On parle de Québec Lithium près de Val-d'Or. Il y en a d'autres qui sont en cours de route. Et des projets de graphite comme Mason Graphite près de chez vous, mais aussi le projet de Matawini de la compagnie Nouveau Monde à Saint-Michel-des-Saints dans la Naudière. Oui, c'est celui qui vous semble très critiquable actuellement, hein, le projet à Saint-Michel-des-Saints, là, c'est quand même proche de Montréal. C'est pas tellement parce que c'est un milieu urbain, c'est le type d'exploitation, quoi? En fait, on s'est penché sur ce projet-là parce qu'on a reçu beaucoup d'appels ces derniers mois de citoyens qui étaient préoccupés. Ce qu'il faut comprendre, c'est que je sais pas si les gens connaissent le secteur de Saint-Michel-des-Saints, mais c'est un milieu de villégiature proche du lac Taureau. C'est un milieu très touristique et donc la compatibilité entre l'exploitation d'une grande mine à ciel ouvert de plus de 2 km et ce type d'environnement est souvent rendu difficile. Là. Vous savez ce que c'est, vous, les débats des grandes mines à ciel ouvert en milieu habité, là, ou près d'un milieu habité, vous le vivez avec Ménarneau, eux, c'est un peu la même chose qu'ils vivent actuellement. L'autre enjeu qui a été souligné suite à notre visite, c'est que, c'est sûr que le projet a un des défis majeurs, ça va de gérer à peu près 60 millions de tonnes de déchets miniers, dont qui contiennent des sulfures, là, donc un potentiel de drainage minier acide. Cela dit, la compagnie est quand même assez ouverte à vouloir bien faire les choses, mais il faudra voir si elle est prête, dans le fond, si les bottines suivent les babines, et si elle est prête à mettre l'argent nécessaire là, pour payer les mesures de protection sociale et environnementale. Du côté du projet de la Côte-Nord, là, Mason Graphite, on devrait l'étudier davantage dans les prochains mois du côté de la coalition Québec Meilleure Mine, là, mais c'est sûr qu'il y a des défis environnementaux là aussi, hein? Oui, c'est un projet, je vous avoue, qu'on connaît moins bien. Il n'y a pas eu de groupe ou de personnes ou de nations autochtones qui nous ont approchés avec des préoccupations par rapport à ce projet-là. Là. Je vais être bien candide avec vous pour l'instant. Par contre, ce qu'on sait, c'est que c'est un projet qui serait probablement d'une envergure plus grande là, que celui de Saint-Michel-des-Saints. Le gisement est plus riche. Par contre, il y aurait aussi des sulfures qui seraient en plus grande quantité, donc potentiel de drainage minier acide qui serait peut-être plus élevé. Mais en même temps, on comprend que pour l'instant, ça semble être un projet qui est dans un milieu moins sensible. Donc, on parle pas d'un milieu de villégiature ou touristique a priori, là, comme c'est le cas à Saint-Michel-des-Saints. Alors ça engendre peut-être moins de susceptibilité. Il y aurait aussi un enjeu de transport. Là. Il va falloir quand même transporter, de ce qu'on comprend, le concentré de graphite sur de longues distances, très longues distances, par camion. Et vous avez fait une référence au projet Mine-Arnaud. C'est un dossier dans lequel la coalition Québec Meilleure Mine est intervenue à plusieurs reprises, mais ça fait un petit bout de temps qu'on n'en a pas parlé, Monsieur Lapointe. On est à peu près au même point, là. Il y aura peut-être une annonce dans les prochaines semaines concernant Mine-Arnaud. Il y a un opérateur potentiel dont on connaît pas le nom pour l'instant. Vous avez les mêmes inquiétudes qu'il y a un an et demi, mettons, concernant Mine-Arnaud à cette île? Absolument. Une des grosses inquiétudes qu'on a par rapport au projet, c'est vraiment sa solidité financière et les risques financiers du projet. Parce que qui dit risque financier dit aussi risques sociaux et risques environnementaux. Autrement dit, si un projet est marginal du point de vue financier, dans l'expérience qu'on a, on constate qu'ils sont pas capables de payer le plein prix pour des bonnes mesures de protection sociale, pour des bonnes mesures de protection environnementale. Et ça nous inquiète beaucoup. Tu sais, pour le dire bien simplement, si c'est un projet qui était si fantastique sur le point de vue financier, du point de vue économique, ça ferait longtemps qu'il y aurait eu un investisseur privé qui se serait manifesté. De toute évidence, c'est pas le cas. Ils ont de la difficulté à convaincre des investisseurs de mettre l'argent là-dedans. Ça nous inquiète aussi qu'il y a des ententes secrètes qui se négocient actuellement, alors que, faut le rappeler, là, c'est votre argent à vous et moi, des Québécois, qui est investi à quelque part dans ce projet-là. Puis on n'a même pas de transparence, même pas d'information publique. Alors ça, c'est inquiétant aussi, là. C'est toujours un peu surprenant d'entendre des groupes comme votre coalition qui est plutôt du bord écologique, là, parler de l'aspect économique pour un projet comme Mine-Arnaud. Il y a aussi des préoccupations environnementales, hein. L'économie du projet, c'est peut-être pas ça vos plus gros arguments quand même, là. En fait, oui et non. Comme je le dis, il y a un lien direct entre risque financier et risque environnemental. J'ai des collègues, actuellement je travaille avec des collègues aux États-Unis qui viennent de publier l'année dernière une étude qui démontre que le premier facteur de corrélation entre un désastre environnemental et une mine, c'est d'abord le risque financier. Ce sont les projets marginaux, les moins rentables, qui souvent les font le plus de dégâts. Alors, c'est pour ça qu'on s'inquiète de cet aspect-là. Donc, si les profits sont trop courts, on n'investira pas dans
l'environnement où on va couper les coins ronds, là. Eh ben exact. Et puis c'est normal. Je veux dire, faut se mettre dans la mentalité d'un projet. Le projet essaie de faire l'argent ou essaie de garder la tête au-dessus de l'eau, comme on dit. Mais quand la marge est trop faible, c'est là que ça devient risqué parce que là, pour survivre, il faut qu'ils coupent les coins ronds. Puis là, c'est qui en écope? C'est ceux qui vivent à côté ou en aval. Bon, puis dans le cas de Mine Arnaud, c'est sûr, sur le point de vue environnemental, il y a toute la question de la baie de Sept-Îles, l'effluent minier qui va se déverser là-dedans, l'usine de traitement dont on n'a pas encore toute l'information, et surtout aussi les risques de déversement et de glissement de terrain. Il faut le rappeler, là, la mine serait située quand même en hauteur là, par rapport à la route puis à toute la zone Arnaud. Là. Alors que si on parle d'un déversement, ça serait quand même catastrophique. Ça nous inquiète beaucoup encore aujourd'hui. Pour l'instant, c'est les contribuables québécois qui payent. Hein? Dans le cas de Mine Arnaud, là, on a dépensé, semble-t-il, autour de 27 millions de dollars depuis le début maintenant. Oui, c'est ça. Et franchement, nous, on en voit beaucoup des projets. Là, puis bon, les bons projets se financent rapidement et démarrent assez rapidement. Je pense avec Mine Arnaud, c'est inquiétant. Là. C'est comme si on voulait forcer un mauvais projet d'aller de l'avant. Là. Puis ça, dans notre expérience, c'est jamais bon. Là. Ils ont peut-être manqué de transparence. Il y a peut-être des bonnes raisons aussi, là, des partenaires qui veulent pas s'afficher. Il y avait Yara International pour qui c'était son projet à un moment donné. C'est une industrie en évolution aussi, hein, parce qu'on a fini d'exploiter l'apatite sur le plan maritime. Il va falloir aller voir d'autres types de gisements. Pour vous, est-ce que c'est possible que Mine Arnaud soit un projet acceptable là, quand même? Mais comme on dit, nous, il faut que tout projet, il faut qu'il soit acceptable socialement, acceptable environnementalement, puis acceptable économiquement. C'est le point de vue social, il faut pas se le cacher. À Mine Arnaud, il crée une division sociale. C'est pas l'acceptation totale. C'est le point de vue environnemental, j'ai mentionné des enjeux, là, la baie de Sept-Îles, l'effluent minier, les risques de déversement, les risques de glissement de terrain, ça. Puis d'ailleurs, le BAP les avait soulignés à grands traits, ça aussi, puis on n'a pas été rassurés par le permis du ministère. Puis, sur le point de vue économique, comme je le dis, c'est pas normal là, que ça prenne autant de temps de trouver un financier. Si c'était un si bon projet que ça ferait longtemps qu'on l'aurait trouvé, le financier. Alors ça, c'est inquiétant. Il faut se rappeler aussi que l'apatite, la phosphate, c'est le Maroc beaucoup et la Chine qui contrôle le marché mondial, et donc un petit projet comme ça est susceptible par rapport aux fluctuations des prix mondiaux qui sont contrôlés là, par essentiellement deux pays, là, mais surtout le Maroc avec des grands projets qui s'en viennent. En terminant, la coalition Québec Meilleure Mine, vous êtes toujours à l'affût de tout ce qui se passe dans le domaine des mines. Vous avez participé à une consultation, je pense à la fin avril, là, auprès du ministère des Ressources naturelles. Il y a quand même toujours plein de projets qui émergent, plein de choses qui se passent. Est-ce que nos lois sont bonnes? On a une bonne protection? Parce que Mine Arnaud, c'est un bon exemple. Hein? Le BAP a dit quelque chose et le ministère de l'Environnement a conclu d'autres choses quand même pour donner des autorisations environnementales à cette compagnie. Oui, mais on va s'en rappeler aussi que le BAP avait critiqué quand même assez sévèrement le ministère de l'Environnement à l'époque parce que le ministère de l'Environnement n'était pas capable de donner des réponses par rapport aux enjeux de Mine Arnaud. Le ministère de l'Environnement, je vais vous dire bien honnêtement, avec vous l'avez vécu vous autres aussi, là, le déclin des prix des métaux, là, donc ça, c'est un coup difficile pour l'industrie minière, mais corollairement, le ministère de l'Environnement a aussi réduit encore davantage certains effectifs reliés aux mines, et ça, c'est jamais bon. Nous, on aime ça quand le ministère de l'Environnement est bien outillé, bien équipé, des bonnes ressources, de l'expertise et tout ça. Donc ça va être à surveiller pour la reprise, si on veut, là, des marchés miniers, là, parce qu'on voit qu'il y a une reprise actuellement. Donc, on est toujours heureux aussi, là, du côté de Pierre Arcan, par exemple, le ministre des Ressources naturelles, il l'a répété encore à Sept-Îles lors de son dernier passage, de dire que, entre autres, l'Institut Fraser a amélioré la cote du Québec, qu'on est une bonne région pour les investissements miniers. Mais il faut toujours pas oublier les à côté, l'acceptabilité sociale et l'environnement. Hein? C'est le message qu'on ignore des fois du côté de Québec. Ouais, puis on le voit, là, je veux dire, on suit d'autres dossiers, là, des compagnies minières qui respectent pas les lois, qui respectent pas les règles, et ils ont aucune pénalité, aucune sanction qui suit. Là. Ça, c'est pas bon non plus. Là. Ça envoie le mauvais message. On le voit actuellement à Malartic. Là, les citoyens ont dû entreprendre un recours collectif et une demande d'injonction face à la mine parce que le gouvernement n'agissait pas. C'est d'ailleurs, ça a été d'ailleurs souligné par le juge de la Cour supérieure du Québec dans sa décision il y a peut-être même pas un mois, là, qui reprochait au ministère de l'Environnement de ne pas avoir fait sa job là, au niveau de
d'appliquer les normes de bruit, notamment la nuit. Là. Ben, il faut toujours être vigilant, justement, à Malartic, que je pense que vous l'avez vu très, très bien. Hugo Lapointe, porte-parole de la coalition Québec Meilleure Mine et de l'organisme, comment on l'appelle en anglais? Mine Watch, quoi? Mining Watch Canada. C'est un genre de coalition Québec Meilleure Mine, mais à l'échelle canadienne. Un gros merci d'avoir pris du temps avec nous à la radio de Sept-Îles ce midi. Ben, merci à vous. Salut tout le monde. Vous écoutez Côte-Nord Attitude, en direct du studio Sept-Îles Embellissement Nutri de Côte-Nord. La prévente des passeports du Vieux Camp en fête Alouette se termine le 4 juin. Faites vite! Régulièrement vendus 40 $, ils vous sont offerts à 35 $ pour les aînés et les étudiants. Vous pouvez vous les procurer directement à la salle de spectacle Jean-Marc Dion ou en ligne au www.spectacle-7-île.com. Je vous rappelle que c'est gratuit pour les 12 ans et moins. Le Vieux Camp en fête, c'est une occasion de découvrir et de festoyer. Nous vous attendons en grand nombre pour faire de cette 24e année un succès retentissant. L'été est à nos portes, mais t'as pas encore ta Harley. Ou c'est peut-être plus la nouvelle Milwaukee Hake qui te tente. Ben, v'là ta chance. Le Demo Ride Harley-Davidson est de retour à ton magasin de Sept-Îles. Jusqu'au 31 mai, plus de 20 motos 2017 sont disponibles à l'essai, incluant notre modèle à 3 roues et profite d'un taux de financement promotionnel à partir de 3,68%. Viens essayer la moto qui te fait triper et tu pourrais gagner une carte cadeau de 100 $. Hot dog et rafraîchissement t'attendent ainsi que des rabais surprises sur les vêtements et les accessoires. Plus qu'une simple moto, plus qu'un passe-temps, c'est un mode de vie. Venez vivre l'expérience Harley-Davidson à votre concession de Sept-Îles au 1008 Boulevard L'Or, 88 960 0111. Vêtements de protection et permis obligatoires. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94. Sarah Émilie, on va profiter de l'occasion, là, on le sait, les gens se déplacent sur les nombreuses plages de la Côte-Nord, principalement dans le secteur de Sept-Îles, pour le fameux Caplan. Vous, de votre côté, là, vous suivez ça quand même de très près, en collaboration avec d'autres organismes. Oui, en fait, on est partenaire du réseau des observateurs du Caplan, qui s'appelle le ROC. Ça a été fondé en 2002 avec plusieurs comités ZIP comme partenaires, Pêche et Océan, puis maintenant aussi l'Observatoire global du Saint-Laurent. Est-ce qu'on observe ça de près? Moins qu'avant. Il y a eu des années où le comité ZIP faisait de l'échantillonnage pour Pêche et Océan, 2010-2011 à peu près. Mais depuis 2012, le suivi du Caplan se fait surtout grâce aux observations volontaires des usagers, donc des gens qui vont à la pêche ou des gens qui font des observations. Et ça, c'est de plus en plus compliqué d'avoir des gens qui le font de manière volontaire. Ben, des volontaires qui vont faire l'observation du Caplan, il y en a beaucoup, mais il faut quand même penser, faut connaître l'existence du réseau, puis il faut penser à aller inscrire son observation. D'ailleurs, sur le site de Caplan, ça roule, sur le site de l'Observatoire global du Saint-Laurent, qui maintenant gère la base de données. Il y a un graphique qui montre assez bien là, que depuis 2010-2012, le nombre d'observations et le nombre d'observateurs est en diminution. Okay. Ça veut dire qu'on a de moins en moins de yeux sur le territoire pour observer puis avoir une espèce de perception sommaire de la distribution de l'espèce. Sauf que c'est une espèce extrêmement importante pour l'écosystème Saint-Laurent. C'est une espèce dite fourragère, puis beaucoup d'autres espèces marines qui s'en nourrissent, que ce soit des mammifères marins ou des poissons plus gros ou même des oiseaux. Bon, c'est important de le dire, les organismes, là, le site sur lequel on peut se rendre pour faire part de nos observations est en refonte. Là, on commence à regarder des manières qui seraient plus faciles pour les gens de déclarer leurs observations. Oui. Cette année, l'Observatoire global du Saint-Laurent modernise, rafraîchit, met à jour son site, change un peu l'interface pour justement rendre l'inscription plus conviviale. Ça fait quelques appels là, que je reçois de gens, de partenaires, d'organisations qui disent comment moderniser ou comment redonner un souffle au réseau des observateurs qui est si important pour l'évaluation, le suivi de l'espèce. Et là, on se pose des questions sur les façons de procéder. Puis moi, en fait, ce que je trouve vraiment important à mes yeux, c'est de pouvoir retourner sur le terrain pour appuyer justement les observations, pour s'assurer qu'il n'y ait pas des faux négatifs ou des faux positifs, parce que s'il y a
moins de gens qui font des observations, ça se peut qu'il y ait des sites très propices, de très bons sites qui soient comme laissés inaperçus. Puis, ou encore, tu sais, si on s'aperçoit qu'il y a des très bons sites qui sont souvent mentionnés, mais c'est le fun d'aller vérifier sur le terrain pour voir, par exemple, les taux de ponte, la présence, puis d'être capable de caractériser ces sites-là, puis penser après ça à une espèce de mise en valeur ou de préservation. Donc, il y a quelque chose là, qui se passe là pour cette année, pour le Caplan. Il y a une espèce de momentum là, de réflexion. Et puis, par ailleurs, Pêche et Océan Canada lance un programme qui s'appelle le programme de protection des océans. Okay. Le programme est annoncé, puis après ça, les tenants et aboutissants là, vont être annoncés un petit peu plus tard cet été. Mais il y a une volonté, c'est déjà une bonne chose. C'est ça qu'il faut noter. J'ai pas encore assez de détails pour le transmettre, mais notez que le gouvernement fédéral veut retourner là, dans le milieu côtier marin, s'y intéresse de nouveau, et puis aussi va prendre des mesures ou va soutenir les initiatives de restauration. Donc ça, c'est super important. Bon, on parle de Caplan. Caplan, ça veut souvent dire party avec une gang, ça veut souvent dire rassemblement. Pour les plus vieux, là, le frolic du Caplan était bien populaire il y a plusieurs dizaines d'années. De votre côté, vous avez tellement fait d'efforts, de sensibilisation, de travail de restauration aussi des berges. On veut rappeler certaines manières de bien profiter de ces endroits-là sans dommager les berges. Oui, je comprends aussi que des fois pour les gens de l'extérieur ou juste pour accéder au site, c'est beaucoup plus facile en motorisé. Je voudrais quand même rappeler que s'il y a beaucoup de motorisés qui circulent à haute vitesse, des fois c'est carrément là, les individus puis les œufs qui se font écraser, piétiner. Ça peut avoir, ça a un impact négatif sur le renouvellement de la ressource. Donc basse vitesse en haute plage, moi je déconseille. Je peux pas appuyer, j'appuie pas la circulation en milieu de plage. Je sais que ça se fait. On peut pas nier non plus l'activité. Puis c'est vrai que pour le transport de matériel, c'est beaucoup plus facile. Donc, au moins adopter des pratiques responsables qui vont endommager de façon ou qui vont beaucoup moins endommager là, le milieu. C'est pas 8-4 roues en même temps, le gaz dans le fond, peut-être si vous avez du matériel, peut-être un motorisé qui va tranquillement puis très respectueusement. Il y a moyen de faire des compromis. La clé, c'est basse vitesse, haute plage, le haut de la plage. S'il vous plaît, faites pas des bangs sur la plage. Non, c'est ça. Hein, on demande aux gens vraiment d'être respectueux. Il y avait d'autres petits points là que tu voulais nous parler. Dans les dernières semaines, on parlait d'inondations à plein d'endroits. Ici, à cette île directement, on n'a pas été trop touché. Par contre, il y a des données qui étaient ressorties pour donner des moyennes. Là. Et on parlait du 1 sur 100 et 1 sur 20. Et je pense que tu voulais apporter... J'ai vérifié un peu sur le site du ministère de l'Environnement puis du Centre d'expertise hydrique. Ce qui arrive, c'est que dans certaines interventions dans les médias, j'ai entendu que la cote vingtenaire ou centenaire, des expressions qu'on utilise souvent, disait qu'on avait une inondation à un niveau X pouvait survenir aux 20 ans ou aux 100 ans. C'est pas ça. Non, c'est ça. Faut faire attention, hein. Oui, il faut préciser que c'est pas une périodée, c'est une probabilité d'occurrence. Ça veut dire qu'à chaque année, pour un niveau X ou un niveau plus haut Y, vous avez une chance sur 20 ou une chance sur 100 que la crue monte jusqu'à ce niveau-là. C'est complètement différent comme donnée. Oui, ça veut dire que c'est ça, à chaque année, il y a une chance sur 20 ou une chance sur 100. Et c'est pour ça, et ça, ces cotes-là se calculent sur des mesures de très, très, très long terme. Puis disons que pendant 5-6 ans, on a des crues beaucoup plus hautes, ça va changer complètement, ça pourra peut-être changer à 1 sur 16, 1 sur 17. On n'utilise pas ces cotes-là, là, je pense que c'est 20, c'est surtout la cote de 20 ans, de 1 sur 20 ou la cote de 1 sur 100 ans qu'on utilise. Et ce qui peut arriver, c'est que dans une période, disons, de 10 ans, on peut avoir 3 ou 4 occurrences jusqu'au niveau, on va l'appeler niveau 20, là, niveau vingtenaire. Et puis, dans les 5-10 autres prochaines années, il atteint à peu près pas. On peut même avoir des situations aussi, par exemple, un lac diminue son niveau d'eau, baisse en niveau d'eau. Cette cote-là, elle peut
elle peut s'éloigner des structures parce que le niveau d'eau baisse. Et c'est ce qu'il faut considérer, c'est que les fameuses cotes sont des outils d'aménagement du territoire pour estimer ou pour fixer qu'est-ce qu'on peut construire ou non à l'intérieur de ces zones de risque-là. Et ces cotes-là, en fait, sont utilisées pour marquer là, l'inondation, mais de crues. Donc, c'est pas, on parle pas de cotes utilisées pour la submersion ou, par exemple, pour un bris d'aqueduc ou d'ouvrages pluviaux. C'est vraiment pour les crues saisonnières, surtout au printemps. Excellent. C'est déjà tout le temps qu'on avait. Je veux quand même rappeler là, que le comité ZIP Côte-Nord du Golfe est toujours très actif. Cet été, vous allez faire partie, vous allez participer là, à la restauration de la Pointe de Moisy. Donc ça, c'est vraiment votre gros projet là, dans les prochaines semaines, prochains mois. En fait, ce projet-là est mené par le Conseil régional de l'environnement de la Côte-Nord, mais nous, on a la chance, le bonheur là, d'être leur partenaire technique puis de participer à ce projet-là. Donc, vous allez voir des planteurs. Il va y avoir toutes sortes d'activités là, tout au long de l'été à la Pointe de Moisy. Je sais qu'ils font même appel à des bénévoles. Si ça vous intéresse de planter, comme les gens qui sont venus nous appuyer à la Rivière-Brochue, vous pouvez donner votre nom à Marie-Michel Morneau, CRECN, pour participer puis participer à la plantation et à la restauration du site. Sarah-Émilie Hébert-Marcoux du comité ZIP Côte-Nord, je te souhaite un très bel été. Continuez votre bon travail à ZIP Côte-Nord. Ça fait plaisir. Attitude. 70%? 70%. 70%? Oui, 70% sur une vaste majorité de lunettes en stock. La clinique d'optométrie Les Mérillons, anciennement les Barniques de Joséphine, liquide une partie de son inventaire pour faire place à ces nouveaux modèles de lunettes récemment arrivés. Apportez votre prescription ou prenez rendez-vous pour un examen de la vue et profitez de cette chance de vous offrir des lunettes à petit prix. Cette promotion prend fin le 30 juin 2017. Clinique d'optométrie Les Mérillons, 648 Boulevard L'Or, 960 2425. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94. On va parler de nos deux travailleurs à l'emploi de TVA ici à Sept-Îles. Entre autres, le journaliste Alexandre Quentin, que tout le monde connaît bien à Sept-Îles. On parle avec un représentant syndical des employés de TVA. Richard Labelle, bonjour. Bonjour. Monsieur Labelle, il semble qu'il y a une activité de visibilité là sur la Côte-Nord. Il reste 3 employés syndiqués pour TVA et on voudrait bien les garder, hein? On veut les garder, puis ce qu'on fait aujourd'hui comme activité, en fait, c'est pour sensibiliser les gens à l'importance de l'information locale, au fait aussi qu'à CFR, on a subi des coupures au cours des dernières années, entre autres à Rimouski, 2 postes qui n'ont pas été comblés. Alors, ça fait en sorte que l'actualité régionale, en prend pour son rhume, la couverture comme telle en prend pour son rhume, et nous, c'est important, on croit à l'information régionale, on pense que c'est pas seulement une marchandise qui doit être monnayable, mais c'est un droit pour l'ensemble de la population au complet. Et l'activité d'aujourd'hui a pour but justement de souligner justement que c'est important l'information régionale, locale, et qu'on y tient plus que jamais. Il y a un ancien de chez nous qui s'appelle Éric Barrette, qui a travaillé ici à la station CKCN à la radio pendant des années, qui a été à TVA Nouvelles, il était chroniqueur culturel entre autres à Rimouski pendant quelques années. C'est un des 2 postes qu'on a perdu en région, ça. Oui, parce qu'on a décidé en fait d'abolir, d'éliminer l'émission La Vie. Et l'émission La Vie, c'est quand même une émission qui perdurait depuis, je vous dirais, quasiment une vingtaine d'années. Les émissions de La Vie ont été coupées partout dans les stations régionales et résultat, la seule vitrine qu'on avait pour la culture, pour des choses qui sortaient de l'information, on a perdu cette vitrine-là. Alors, il y a beaucoup d'organismes, beaucoup de monde qui, en fait, avaient une vitrine extraordinaire grâce à cette émission-là. Et les décisions viennent toujours de Montréal, malheureusement, et mon regarder une émission comme ça. Non. Alors, les gens des régions n'ont pas un mot à dire, sont obligés de subir ça. Et puis, la prochaine étape, ça va être quoi à ce moment-là? Alors, il y a des questionnements dans l'air, évidemment, parce qu'on se demande, est-ce que l'information régionale, c'est vraiment important pour les grands réseaux de télévision? On pense aussi aux coupures qu'il y a eu dans les hebdos, par exemple, régionaux à travers le Québec. Alors,
Éric Barrette, effectivement, vous le soulignez, c'est un excellent exemple. Et justement, un poste aboli, une émission qui a disparu, et en lieu et place, on prend un bulletin de nouvelles du midi qu'on rediffuse à 3h de l'après-midi en reprise. Nous, on pense que les reprises pour l'information, ça n'a pas sa place. Mais en fait, en tout cas, c'est ce qu'on dénonce et on va continuer à se battre justement pour faire en sorte que les choses puissent se rétablir éventuellement. Comme bien des employeurs, Québécois et TVA, souvent procèdent par attrition. Il y a des gens comme Jean Lepage qui ont pris leur retraite, qui n'ont jamais été remplacés. Ça paraît aussi dans la qualité d'un bulletin d'information régional quand on a moins d'effectifs. Là, il reste 2 personnes à Rimouski, un journaliste à Bécomo, puis un à Sept-Îles actuellement pour faire l'Est du Québec. Imaginez là, pour ceux qui connaissent bien la région, là, imaginez la grandeur de territoire qu'on a à couvrir avec seulement 4 personnes. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on se sert de intérim, comme un peu comme de la sous-traitance, et on se sert de ces gens-là pour prendre du matériel qu'ils font et inclure ça dans notre bulletin de nouvelles. Mais des fois, ça n'a aucune pertinence, c'est pas du reflet local. On s'est toujours demandé en quoi un reportage sur Carleton pouvait intéresser les gens de la Côte-Nord, par exemple, parce que c'est comme pas mal loin et ça n'a pas rapport. Alors évidemment, c'est la couverture elle-même qui en souffre. Les gens sont moins bien couverts. On parle pas aux communautés, on leur parle moins, on parle moins d'eux autres. Et après, on se surprend peut-être que les gens décident d'aller voir ailleurs pour avoir de l'information locale. Et mon ami Alex Quentin, c'est un très, très bon journaliste que vous avez à Sept-Îles. Effectivement, il couvre un très, très grand territoire. Là, on le voit régulièrement aller en Mingani, en Basse-Côte, couvrir Port-Cartier, Sept-Îles, tout l'est de la Côte-Nord. C'est la nouvelle réalité. C'est pas moi que vous allez avoir de la difficulté à convaincre de l'importance de l'information locale et régionale. C'est mon métier, puis j'ai perdu ma job quand les hebdos de Québécois ont fermé ici à Sept-Îles, Monsieur Labelle. Là, est-ce qu'on on a vraiment peur, quoi? On est dans une négociation où on risque de perdre encore un certain nombre de joueurs au syndicat? Écoutez, actuellement, la négociation est au point mort. Il y a eu 3 jours de négociation où l'employeur n'a pas même daigné mettre sur la table soit des offres salariales ou en même une durée de convention collective. Alors, pour l'instant, c'est au point mort. Il y avait un projet d'overdrive qui devait s'installer, c'est-à-dire pas à Rimouski, mais plutôt à partir de Montréal, parce qu'il faut bien comprendre que TVA a entrepris un virage technologique pour le HD, mais les stations déjà de Trois-Rivières, de Sherbrooke, il y a déjà du personnel qui a été coupé parce que maintenant, la réalisation, c'est-à-dire tout l'aspect mise en onde du bulletin avec réalisateur, preneur de son, aiguilleur et tout ça, maintenant, c'est fait à partir de Montréal. Alors évidemment, la crainte, c'est que ça se produise ici. Il y a eu des annonces pour nous dire que non, finalement, ça resterait en région parce qu'il y a une réalité aussi. C'est que ça va forcer, par exemple, la même régie à Montréal, là, ça va forcer un bulletin de nouvelles pour une station, par exemple, d'être enregistré à 11h le matin et à 17h le soir pour le midi de 18h, ce qui n'a pas de bon sens. Alors, on peut pas dire, par exemple, qu'on est en direct sur la nouvelle et préenregistrer le tout comme 1 heure avant que les événements. C'est des événements qui se passent entre-temps, là, on les a perdus et c'est tout. Alors, c'est une question de connaissance du terrain. Un réalisateur à Montréal, c'est pas vraiment ce qui se passe à Sept-Îles, même s'il y a un entretien de 30 secondes avec le journaliste sur place, là. Non, c'est ça. Alors, il y a ça. Il y a l'aspect technologique aussi où des fois ça marche pas bien. Alors, ça cause des problèmes. Et quand on préenregistre un bulletin, l'effort est plus grand aussi pour le personnel journalistique parce que là, le deadline, excusez l'expression anglaise, mais il se raccourcit, là. Alors là, il faut pas que je rapporte du matériel, moi, pour midi. Il faut que je le rapporte pour 11h30 parce qu'on va enregistrer à 11h30 et ultimement, ça aurait été à 11h le matin. Qu'est-ce que vous voulez qu'on couvre, là? Je prends Alexandre Quentin, par exemple, avec le territoire qu'il y a à couvrir. Qu'est-ce que vous voulez qu'on couvre quand on commence à 9h le matin puis qu'à 11h, il faut déjà que ça soit déjà tout prêt? Alors, c'est comme irréaliste. TVA semble avoir compris cette réalité-là. En tout cas, on l'espère. Mais ça règle pas le problème de fond de dire il y a un immense territoire à couvrir et il y a des gens à Montréal qui ont décidé que une station régionale, c'est 4 journalistes, pas plus. Mais on a une réalité ici dans le Bas-Saint-Laurent et sur la Côte-Nord, c'est qu'il y a un grand fleuve qui sépare les 2 antennes, soit celle de Rimouski et Bécomo-Sept-Îles. Et avec un grand territoire comme ça, on peut pas se permettre d'avoir seulement 4 journalistes pour couvrir l'actualité régionale. Il y en avait 3 avant, qui étaient à Rimouski comme tel, et ça donnait une meilleure couverture. Et là, on est obligé de couper les coins ronds. Et c'est l'information locale qui en souffre elle-même. Ouais. Je pensais que le CRTC vous avait donné une petite chance quand même, parce qu'on a renouvelé les licences
de toutes les antennes régionales de TVA et on maintient, en tout cas, on parle de reflet d'information locale. Il y a une obligation de la part de TVA de refléter ce qui se passe localement. Ça peut vous aider, protéger vos emplois, ça, non? Oui, non. En fait, on s'est beaucoup battu devant le CRTC pour passer cette notion de reflet local parce qu'il y avait un débat entre la pertinence locale et le reflet local. La pertinence locale, c'est par exemple, il y a un tremblement de terre en Argentine. Bon, ça peut intéresser les gens de Rimouski ou de la Côte-Nord. Alors oui, c'est de la pertinence locale. Le reflet local, et ça, c'est sur ça qu'on a insisté de plus, c'est-à-dire non, il faut de l'information qui parle des gens de la région et qui parle aux gens de cette région-là. Alors, on commencera pas à parler d'événements qui se passent à l'autre bout du monde en supposant que ça peut intéresser les gens, par exemple, de cette île ou de Bécomo. C'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est qu'il faut parler des enjeux qui se passent à cette île, qui se passent à Bécomo, puis en parler aux gens de la région avec les intervenants et tout ça. Alors, on a gagné ce point-là. Le problème, c'est que, il y avait, on n'a pas réglé un problème de fond, je vous dirais, c'est qu'il peut toujours y avoir des reprises en ondes. Alors évidemment, on a 5 heures de programmation locale et on a 2 heures et demie à produire par semaine de bulletins de nouvelles ayant un reflet local. Bon, à première vue, on est content, puis c'est une bonne nouvelle que le CRTC nous a annoncé là-dessus. Le problème, c'est que c'est pas du contenu local original. Et c'est ce qu'on aurait voulu que le CRTC nous donne et donne à la population en général. Et ça, le CRTC, il a été muet. Alors ça veut dire que théoriquement, je pourrais faire un bulletin de 30 minutes, par exemple, et le passer en reprise par la suite, 4 fois de suite, dans la semaine, et mon 2h30 serait rempli, parce qu'on parle pas d'une condition de licence avec un bulletin ou du contenu original, mais plutôt du contenu local. Alors, c'est dommage, parce que c'est comme si je vous disais que, comme compagnie, vous allez payer 30% d'impôts, mais avec tous les échappatoires que je vous laisse à côté, ben finalement, au final, vous allez payer rien que 5% d'impôts. Alors, c'est un peu la même chose. C'est qu'on donne des règles aux diffuseurs, mais on leur donne tellement de marge de manœuvre qu'au final, ben, on espère que TVA va remplir sa mission puis va faire le 2h30 de bulletin de nouvelles à reflet local. On espère que ça soit du contenu original, mais la porte est ouverte où le diffuseur pourrait très bien décider que, ben, on va faire une partie originale et on mettrait ça en reprise par la suite. Alors ça, c'est notre inquiétude. Eh bien, le reste, ça se passe dans la négociation entre l'employeur et le syndicat. Monsieur Richard Labelle, je rappelle que vous êtes vice-président du syndicat des employés de TVA, qui regroupe entre autres les employés à Sept-Îles et Rimouski. C'est affilié au SCFP. Un gros merci d'avoir pris du temps avec nous ce midi à Côte-Nord Attitude. Ben, ça me fait plaisir. Ça complète notre émission de ce mardi 30 mai 2017. Tommy Auger, un gros merci pour la co-animation ce midi. Oui, c'est de la grosse animation. Au début et à la fin, ça va avoir été des enregistrements, pas mal mais l'information était là, c'était ça l'important. Ben voilà, et la pertinence aussi, hein, on a parlé quand même des grands dossiers de l'actualité, comme les négos dans la construction, beaucoup de négociations ces jours-ci. On aura d'autres détails à nos informations régionales. Tommy, tu seras de retour en co-animation jeudi à notre émission d'actualité et d'affaires publiques sur l'heure du midi. Demain, Valérie Dionne co-anime avec moi Côte-Nord Attitude. Bonne journée tout le monde!